Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. C'est de la guerre et de la violence dont nous allons parler aujourd'hui, alors que l'on peine à résoudre plusieurs conflits à travers le monde et principalement bien sûr en Ukraine et au Proche-Orient, et peut-être même aussi chez nous. Alors que des avions de combat russes sont accusés de survoler des membres de l'OTAN, que l'on agite encore la menace de Moscou et que l'État hébreu promet de raser encore plus Gaza, quel trait d'union à tout cela? Eh bien, pour y répondre, je reçois Alain Debenoit, fondateur de la revue Éléments, auteur de plus de 100 ouvrages, dont dernièrement Un autre Rousseau, Lumière et contre-lumière, aux éditions Fayard. Je vous l'ai dit, nous allons évoquer l'Ukraine, la Russie, la Palestine, Israël. Alain Debenoit, dans la revue Éléments, d'ailleurs que vous avez cofondée, vous nous dites, je vous cite, « Les guerres métaphysiques n'ont jamais de fin ». Alors, front de l'Est d'abord, si vous me permettez, Trump a essayé d'imposer un accord à Poutine et à Zelensky. Pour ce qui est de ce conflit-là, peut-on le qualifier de métaphysique? En quoi peut-on le qualifier de métaphysique? Et puis évidemment, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a différentes sortes de guerres. La guerre, jusqu'à une époque récente, c'était des pays qui se trouvaient en situation de conflit. On déclarait la guerre, ça se terminait soit par une capitulation, une défaite, un armistice, etc. Et c'était toujours quelque chose d'assez relatif. C'était une variante du duel, en quelque sorte. Simplement, quand on regarde l'histoire de l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a eu deux grandes conceptions de la guerre. Celle que je viens de définir, qui triomphe à partir du traité de Westphalie, et puis une forme médiévale, théologique, qui se résume par une formule, la guerre juste. La guerre juste, c'est une guerre pour le bien, et donc contre le mal. Ça signifie que lorsque vous êtes dans la perspective d'une guerre juste, vous devez impérativement prouver que votre adversaire est une sorte d'incarnation du mal. C'est un coupable, c'est un criminel. Il ne doit pas seulement être vaincu, il doit être éradiqué. Dans une guerre normale, ce n'est pas le cas. Mais il se trouve que la guerre juste a fait retour de façon triomphante et avec des formes encore plus graves à notre époque, avec les guerres humanitaires, et avec en arrière-plan une idéologie pacifiste qui nous dit que, au fond, les guerres, c'est pas normal. Nous pourrions vivre en paix perpétuelle. C'est une perspective utopique, bien entendu, mais elle imprègne fortement les esprits. Parce que qu'est-ce que cela signifie, au fond? Ce que vous nous dites, c'est que les Européens ne savent plus ce qu'est la guerre. Oui. Quand on représente l'adversaire comme sous un angle purement moral, il faut être supprimé. Donc c'est l'ouverture, le passage vers la guerre sans retenue. Ce n'est plus ce qu'on appelait autrefois la guerre en forme, c'est la guerre totale. On le voit très bien au Proche-Orient, parce que là, c'est exacerbé de par une idéologie messianique qui est à l'œuvre. Lorsque Netanyahou dit que les Palestiniens, le Hamas en particulier, c'est Amalek, tous les Israéliens savent ce que ça veut dire. Alors, Amalek, c'est le chef des Amalécites, dont la Bible nous décrit la guerre qu'ils ont menée contre Israël et la façon dont ils ont été défaits. Et Amalek est devenu une métaphore pour désigner les ennemis mortels d'Israël. Et quand on dit que c'est les Palestiniens ou le Hamas, c'est Amalek, ça veut dire qu'avec lui, on ne peut pas négocier une paix. On ne peut que le détruire totalement. Et c'est le nettoyage ethnique, c'est la suppression de la bande de Gaza, et ainsi de suite. Donc, ce sont deux formes de guerre. Inversement, si vous me permettez, Alain Debenoit, évidemment, le Hamas et d'autres groupuscules qualifient aussi l'État hébreu de la même manière. Bien sûr. Et c'est là où on voit dans cette partie du monde où, traditionnellement, les facteurs géopolitiques, politiques, moraux, religieux sont intriqués. Vous avez d'un côté des islamistes qui font la guerre éternelle, le djihad, n'est-ce pas? Vous avez de l'autre des gens qui font la guerre contre Amalek, et tout ça ne peut évidemment que très très mal finir. On a perdu de vue
le fait qu'une guerre se termine normalement par une paix. Et que le but de la guerre, c'est de faire en sorte que cette paix prenne en compte les points de vue de tout le monde, si possible, et en tout cas de ceux qui ont gagné de préférence. Actuellement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Regardez, on vient de reconnaître l'État palestinien. C'est quelque chose de symbolique, essentiellement. Parce que, normalement, on reconnaît une existence. Mais là, on reconnaît l'existence d'un État qui n'existe pas. Je me souviens, autrefois, on ne reconnaissait pas la Chine populaire. La Chine, c'était 1 milliard d'habitants, mais la Chine, au regard des rapports de force du moment, c'était Taïwan, Formose. Même chose avec l'Allemagne de l'Est. Beaucoup de pays arabes n'ont toujours pas reconnu l'État d'Israël, etc. Il s'agit de reconnaître quelque chose qui existe. Là, c'est tout à fait autre chose. On reconnaît ce qui n'existera pas. Et on sait très bien que le monde entier peut prendre position pour la solution à 2 États, ce qui rallie déjà l'opinion dominante très largement. Le nombre d'États qui ont déjà reconnu l'État palestinien est énorme. Mais si les intéressés n'en veulent pas, ça risque pas de mener très loin. Les Palestiniens, de leur côté, disent « tout ça c'est bien joli, mais ça n'empêche pas les bombes de tomber ». Les immeubles d'être détruits, les morts de s'accumuler dans un conflit qui, en un peu plus de 2 ans, a fait déjà 65 000 morts et sans doute 200 000 blessés, estropiés et mutilés. Ce que l'extrême gauche, la gauche radicale, reproche à Emmanuel Macron en disant que cette reconnaissance ne met pas un terme, entre guillemets, au génocide en cours. Bien sûr. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui ramener la nécessité d'une négociation de paix au Proche-Orient. Netanyahou résiste à tout. Généralement, il dit que le monde est antisémite et que par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce qu'il dit. Il y a 2 possibilités. Il y a Donald Trump qui ne veut pas, alors qu'il pourrait faire pression sur Netanyahou, et il y a des éventuelles sanctions contre Israël. On a bien pris des sanctions contre la Russie que l'on ne prend pas. Comme on ne prend pas de sanctions et que Trump ne met pas veto à l'activité guerrière de Netanyahou, ça va continuer tout simplement. Cela va continuer. Alors, bon, vous le dites, Emmanuel Macron a pris fait et cause pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Je vous propose, Benoît, de faire un point sur les dernières déclarations du président français pour que tout soit clair. En reconnaissant l'État de Palestine, la France s'aligne sur 145 autres membres de l'ONU, mais ouvre la voie à plusieurs pays occidentaux la refusant encore. Pour Emmanuel Macron, cette reconnaissance s'inscrit dans un plan de paix complet pour la région. Elle est la condition préalable pour faire cesser la guerre au Proche-Orient. Cette solution à 2 États en paix côte à côte est la seule qui soit, selon lui. Et elle ne serait pas dans l'intérêt du Hamas, dont Emmanuel Macron réclame le démantèlement et la mise au ban, tout en exigeant la libération des otages israéliens. Une décision symbolique qui divise profondément en France, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a multiplié les critiques visant Israël ces derniers mois. S'il refuse de qualifier la situation à Gaza de génocide, il l'a jugée contre-productive pour l'État hébreu la semaine passée sur Channel 12. Donc, reconnaissance de la Palestine, reconnaissance du Hamastan, entre guillemets, selon Marine Le Pen. Un siège à l'ONU pour le djihad, selon Sarah Knafo. Alors pour vous, Alain de Benoît, vous nous dites que tout simplement, ça ne résoudra rien. Non, je crois que ce sont des appréciations purement politiques, parce que si on refuse de reconnaître l'État palestinien, si on refuse la perspective à 2 États, au motif que les intéressés principaux n'en veulent pas. Netanyahou a fait savoir qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Et pour une raison très simple, c'est que l'État d'Israël est un État juif. Et que par conséquent, un État juif ne peut pas tolérer d'avoir une installation durable de non-juifs sur son territoire. C'est aussi simple que ça. La reconnaissance de l'État palestinien par la Grande-Bretagne est plus importante que sa reconnaissance par la France. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce que c'est la Grande-Bretagne qui, en 1917, par la déclaration Balfour, avait
autoriser, donner le feu vert à l'installation de ce qu'on appelait alors un foyer national juif en Palestine. Donc là, il y a évidemment un tournant important qui est pris. Mais encore une fois, on reste dans le formel. Sur place, ça ne change rien, hein. La bande de Gaza est en train d'être rasée, la population ballottée d'un bout à l'autre de la bande, on espère ou qu'ils vont mourir, ou qu'ils vont partir, ou qu'ils vont s'évaporer, on ne sait pas très bien, mais on est dans une fuite. Il y a quelques instants, vous évoquiez un nettoyage ethnique. Oui, on est dans une fuite en avant, hein. On voit qu'en 2 ans, l'État d'Israël a déclaré la guerre à la bande de Gaza, à la Cisjordanie, à l'Irak, au Liban, à la Syrie, à l'Iran et maintenant au Qatar. Bon, ce qui est quand même beaucoup. Et quand on ne sait pas s'arrêter, généralement, ça finit mal. C'est la raison pour laquelle un État qui accumule des succès tactiques peut très bien connaître de grands échecs stratégiques. Pour le dire autrement, Israël, et c'est un peu vrai aussi des États-Unis, qui n'a pas gagné au fond une seule bataille depuis la Seconde Guerre mondiale, cet État gagne toutes les batailles, mais il perd toutes les guerres. Il est engagé donc dans une spirale, dans une fuite en avant, dites-vous. Vous écrivez qu'Israël est incapable de concevoir une issue politique parce qu'ils sont incapables, Israël est incapable de voir les guerres comme des faits politiques. Oui, bien sûr. Dès qu'on soustrait quelque chose de politique soustrait le politique à ce qui relève du politique, on arrive à des catastrophes. Pensez-vous que Donald Trump, qui a eu une relation qui n'est pas si simple d'ailleurs avec Benjamin Netanyahou, pensez-vous que Trump raisonne de manière métaphysique ou classique ? Il ne raisonne pas de manière métaphysique, je dirais qu'il ne raisonne pas de façon classique. Trump raisonne selon s'il a bien dormi la veille ou pas. C'est-à-dire qu'il est totalement imprévisible. Alors il y a des constantes, évidemment. L'essentiel de sa préoccupation, c'est la Chine. Tout le monde le sait. Bon, donc il voudrait que tous ces conflits-là qui perturbent un peu le paysage puissent disparaître et qu'on passe aux affaires sérieuses. Mais évidemment, il se heurte au fait que au Proche-Orient, rien ne montre que ça va s'arrêter, c'est-à-dire qu'Israël va continuer jusqu'au bout, avec d'autant plus de fébrilité que si ça s'arrête, Netanyahou sait qu'il a à craindre lui-même des poursuites dans son propre pays. Et en Ukraine, à partir du moment où une situation de paix n'a pas été envisagée, ça va forcément continuer. Hein, ça va forcément continuer. On a l'impression qu'Emmanuel Macron est aussi dans un entre-deux, parce qu'il apporte avec cette reconnaissance de l'État de Palestine une réponse juridique, morale, à une situation de guerre, bien sûr, et qu'il est aussi dans cet entre-deux entre ces impulsions potentiellement métaphysiques et une rationalité plus classique, plus politique. Il réagit selon la doctrine libérale, qui pense que la politique n'est pas tragique, qu'avec des dialogues, du commerce, de la rationalité, on peut arriver à tout régler, ce qui n'est pas le cas. Alors, quelle serait l'issue, selon vous, de ces déclarations pour la France ? L'issue très prosaïquement, Benjamin Netanyahou a évoqué à demi-mot des représailles. En ce qui concerne Macron, il est difficile de séparer ses engagements sur la scène internationale de ses intérêts sur le plan intérieur. Hein. Oui. Tout ça masque, on est dans une crise politique évidente. Cette crise politique, il y a derrière une crise de régime, et derrière la crise de régime, il y a une crise générale de la démocratie libérale. Ce sont des gens qui pensent que la norme est supérieure aux faits. Et lorsque les faits prennent le tour d'une montée aux extrêmes, la norme ne sert plus à rien. On est dans l'état d'exception, et ils sont démunis devant l'état d'exception.
C'est la raison pour laquelle on va assister à un divorce de plus en plus grand entre les proclamations d'un côté et puis ce qui va se dérouler sur le terrain. C'est le terrain qui va décider. Mais sur quoi ça va déboucher, on ne le sait pas, d'autant plus que dans le cas de l'Ukraine, on est toujours au bord d'un dérapage qui pourrait nous emmener dans des extrémités que personne ne souhaite au fond. Alors, bon, il y a, si on observe en fait l'actualité internationale depuis plusieurs mois, il y a un renversement qui s'est opéré face à l'État hébreu. Évidemment, en Europe, Macron le premier reconnaît donc, comme nous venons de l'évoquer, la reconnaissance de l'État de Palestine, critique fortement l'État hébreu. Aux États-Unis, on sent une vague au sein des milieux républicains et conservateurs à la suite de l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk, qui a critiqué récemment la politique de Benjamin Netanyahou, au point que Benjamin Netanyahou a lui-même s'est senti obligé de lui répondre, enfin de répondre en tout cas à ses partisans après son assassinat. Comment expliquez-vous ce retournement, à vrai dire assez inattendu? Est-ce la conséquence de cette fuite en avant, de cette recherche métaphysique qui est totalement incomprise? Le cas de Charlie Kirk est un peu particulier car il a été un grand défenseur de Netanyahou dans le passé. Et effectivement, à date récente, il a évolué, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, dans l'entourage de Trump. Pourquoi ? Parce que Netanyahou en fait quand même un peu trop, si vous voulez. Même les gens qui reconnaissent à juste titre l'État d'Israël, le droit de représailles d'Israël, pensent que c'est un peu démesuré, disproportionné cette riposte. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, dans le cas notamment de l'Ukraine, à laquelle nous avons déjà fait allusion, c'est la théorie actuelle de l'agresseur. Le méchant, c'est celui qui agresse. C'est-à-dire que l'on cherche à établir une responsabilité unilatérale pour un phénomène qui est fondamentalement bilatéral ou multilatéral. Car en réalité, chacun sait bien qu'il y a ceux qui déclenchent les guerres et puis il y a ceux qui les rendent inévitables. À commencer par les circonstances. Il y a des circonstances qui rendent une guerre inévitable, quelle que soit la personne ou l'État qui la commence. La guerre préventive, c'est une guerre d'agression. Or, elle a été pratiquée par tous les pays, et notamment par les États-Unis. On prend prétexte d'un événement, les tours jumelles en 2001, la fiole de Colin Powell contre l'Irak et l'Afghanistan. On sait bien que c'est pas si simple. Vous savez, les rapports de force internationaux, c'est pas le petit jeu de la cour de récréation. Monsieur, c'est pas moi qui ai commencé. C'est lui qui a commencé, il m'a écrasé les pieds, c'est pour ça que je lui ai crevé les 2 yeux. C'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est que la guerre est le résultat d'un enchaînement de cliquets. Et si on veut en donner une image manichéenne en disant les bons sont là, les méchants sont là, ce qu'essayent de faire les gens des 2 camps, bien entendu, en général, je crois que c'est absolument faux. Moi, cette guerre d'Ukraine, je dois dire que je l'accepte très mal parce que j'ai beaucoup d'amis ukrainiens et j'ai beaucoup d'amis russes. Et les voir se massacrer, croyez bien que ce n'est pas un plaisir. Mais je vois bien qu'il y a un enjeu existentiel. Et quand quelque chose est existentiel, les normes tombent, le droit international tombe, il n'y a plus que la réalité terrible du terrain. Alors, en parlant du conflit ukrainien, on a le sentiment en effet qu'il ne peut pas déboucher pour l'instant sur un accord de paix. Cela vous surprend plus au regard de cet aspect existentiel? Non, ça ne me surprend pas. Objectivement, l'Ukraine a perdu la guerre et continue à la perdre tous les jours. Trump, avec ses virevoltes successives, a rebattu en quelque sorte les cartes en laissant entendre qu'il n'aurait pas vis-à-vis des Ukrainiens la même attitude que vis-à-vis des Israéliens. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de soutien inconditionnel. Les Européens se sont agités et ont
bomber le torse et montrer leurs muscles en disant « Mais, cher Zelensky, si Trump vous laisse tomber, nous, on ne vous laissera pas tomber, on va vous aider à n'importe quel prix. » Macron parle de déploiement des troupes, on est dans une sorte de délire dont nous n'avons absolument pas les moyens, ni surtout l'intérêt. Trump, au moins, il raisonne en fonction de son intérêt. On ne peut pas reprocher à un président des États-Unis de faire passer d'abord les intérêts américains. Les Européens, on ne sait pas quels intérêts exactement ils font passer là-dedans. Même avec l'aide renouvelée et augmentée des Européens, avec des armes qu'on achètera à Trump, on ne sait pas très bien avec quel argent, pour ensuite les donner gratuitement à M. Zelensky, le cours des choses ne sera pas changé, on aura simplement prolongé la guerre pour rien. Qu'est-ce qui va se passer après ? On verra. On verra, l'histoire est imprévisible, elle est toujours ouverte, mais aujourd'hui on voit bien que tout ce qui permettrait de faire une évaluation, même à moyen terme, de ce qui va passer, ça ne fonctionne pas. Personne aujourd'hui n'est capable de dire au Proche-Orient ou en Ukraine quelle sera la situation dans seulement 6 mois. Selon Moscou, selon les Russes, l'Europe désormais, les Européens, veulent infliger encore une défaite stratégique à la Russie. Est-ce vrai ? Est-ce bien l'intention derrière les actions d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen ? Chez certains, oui. Chez d'autres qui mesurent les conséquences, non. Parce que on va envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine, mais Poutine a déclenché et commencé la guerre pour empêcher que l'OTAN ne s'installe en Ukraine. Donc c'est pas du tout une façon de calmer le jeu, c'est plutôt une façon de jeter de l'huile sur le feu. Et par conséquent, Poutine fera ce que n'importe quel chef d'État ferait à sa place, c'est-à-dire qu'il réagira. Et comment il réagira ? Et à quels extrêmes est-ce qu'on montera ? Et nous sommes prêts à tenir le front combien de temps ? Regardez l'état des armées européennes, notamment de la France, c'est pas extrêmement brillant. L'une des conséquences assez ironiques de l'histoire est que par contre, l'Allemagne réarme à plein et est en passe de devenir la première puissance militaire d'Europe. Quand on sait que depuis 1945, tout le monde a fait en sorte que le mauvais instinct belliqueux germanique ne reprenne pas le dessus, on s'aperçoit que, oui, il y a une ironie de l'histoire, certainement. Une ironie de l'histoire. Vous n'avez pas l'air de croire à l'hypothèse de la menace russe, en fait. Je ne crois pas du tout à une menace russe sur l'Europe occidentale. Je crois que ce n'est pas l'intérêt de la Russie et que de surcroît, elle n'en a pas les moyens. Et c'est tout. Et je pense que nous devons chercher à résoudre les problèmes en recherchant d'abord notre intérêt. Que ce soit dans le conflit russo-ukrainien, où est notre intérêt ? Que ce soit dans le Proche-Orient, où est notre intérêt ? Lorsque la guerre en Ukraine s'est déclenchée, il n'y avait pas d'enjeu existentiel pour les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols à Kiev, n'est-ce pas ? L'intérêt des Européens était plutôt de continuer à bénéficier de ressources énergétiques à bas prix et de voir dans quelle mesure l'Europe et la Russie étaient complémentaires et non pas destinées à se battre. Mais actuellement, personne ne recherche son intérêt, sauf Trump, bien entendu, et Netanyahou, ce qui est là aussi parfaitement compréhensible de son point de vue. Nous, on recherche le bien, le bonheur, la paix et la gentillesse universelle. Ça finit toujours très mal, très très mal. Cela finit toujours très mal de rechercher le bien et la gentillesse universelle. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alain de Benoît, merci beaucoup d'avoir répondu une nouvelle fois présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes fondateur de la revue Éléments et que vous avez publié un essai Réflexion sur les guerres en cours dans le dernier numéro à paraître. Alain de Benoît, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et bien sûr de le partager. Merci à tous et bonne soirée.